Bonjour à tous, un nouvel épisode de Solutrans en air. Les infrastructures n'ont jamais occupé une place aussi importante aujourd'hui. La transition énergétique ne se limite pas à l'émergence de nouvelles sources d'énergie. Elle nécessite également tout un écosystème de services et d'équipements, notamment autour de la recharge. Comme nous le verrons aujourd'hui au cours de cette émission, les acteurs sont nombreux, des constructeurs aux opérateurs et vendeurs. En parallèle, les réseaux de stations de recharge, qu'elles soient électriques, gaz ou hydrogène, se développent progressivement sur l'ensemble du territoire. Brune Letier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de mission mobilité lourde à l'AVER France. L'AVER qui, je le rappelle, se consacre aux véhicules électriques, automobiles et donc véhicules industriels. Alors, je le disais, la France se dote progressivement de stations de recharge électriques pour les poids lourds. On peut parler vraiment d'un vrai réseau proprement dit aujourd'hui ? Alors, on peut parler d'un réseau naissant. On parle de corridors souvent en mobilité lourde parce que c'est suivre les grands axes routiers qui sont empruntés par les transporteurs. Pour l'instant, les vrais corridors se dessinent, notamment dans l'est de la France. Lille, Paris, Lyon, Marseille est plutôt bien doté. En revanche, pour l'Ouest, il y a un peu moins de maillage, mais ça arrive. Pareil, dans le Grand Est, on voit déjà un corridor se dessiner. Globalement, il y a des obligations européennes, notamment avec l'AFIR, qui forcent les avancées et l'installation de bornes de recharge. Il y a eu aussi des grosses subventions qui ont été données via des fonds européens qui vont forcément aider à ce déploiement. Et tout ça en connexion avec les projets de corridors européens dans d'autres pays limitrophes. Combien de stations de recharge électriques pour poids lourds en France ? Est-ce qu'on a un chiffre ? On a un chiffre. Alors, j'ai trouvé un chiffre à janvier 2026 qui recensait 56 stations, dont 51 sur le RTET, donc ça c'est le réseau de transport européen qui est en lien avec le règlement AFIR. Donc 56 stations pour à peu près 100-120 points de charge. Ce qui est peu pour l'instant. Mais en termes de points de recharge par véhicule en circulation, on n'est pas si mal. Alors je disais, l'AVER donc s'intéresse à l'automobile, c'est d'ailleurs son ADN, mais également à la mobilité lourde, dont vous avez la charge. Le déploiement d'un véritable réseau justement de recharge électrique poids lourd est différent de celui de l'automobile, donc plus cher, plus complexe. Toutes les conditions sont réunies aujourd'hui ? Alors, toutes les conditions ne sont pas réunies. On parle souvent de l'œuf ou la poule. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de véhicules en circulation. Donc, la rentabilité des stations est plutôt à venir que déjà présente. Mais on a quand même un certain nombre d'acteurs qui se sont déjà positionnés, qui ont déjà déployé leurs stations et qui en ont un certain nombre pour certaines entreprises. Donc, les acteurs sont là, sont volontaires et déploient massivement, notamment grâce aux aides européennes de AFIF. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que contrairement au maillage des véhicules légers qui s'est fait au tout début grâce à notamment des subventions publiques, là, on n'a pas encore d'aide publique sur le déploiement de bornes de recharge pour poids lourds en itinérance. Donc les bornes ouvertes au public ne sont pas financées. Pour l'instant, ce qui fait une grosse différence quand même dans l'amorce de ce secteur. Et en revanche, on voit aussi que des transporteurs se rassemblent pour trouver des solutions. Bon, le plan d'électrification proposé par le gouvernement envisage une aide pour les bornes électriques poids lourds, mais ça, on verra concrètement comment ça se passera. On verra concrètement. Brune, une autre question se pose, c'est la production d'électricité. Est-ce qu'elle serait suffisante en cas d'un parc poids lourd, on va dire, normal ? Ouais, c'est un sujet qui revient souvent sur la table, malgré le fait que EDF fait pas mal de communication sur le fait qu'ils exportent pour l'instant le surplus d'énergie produite. Donc,
on produit plus qu'on consomme en France, donc ce serait intéressant d'utiliser cette énergie qu'on exporte plutôt pour le réseau, et elle est en quantité plus que suffisante. Je crois que c'est RTE qui disait que la mobilité électrique, elle nécessiterait 10% de la production et du réseau, ce qui représente pour l'instant quelque chose de tout à fait atteignable, et on continuerait d'exporter quand même de l'énergie. Donc globalement, et le réseau et la production peuvent accompagner cette transition, veulent accompagner cette transition, et ils trouvent d'ailleurs un intérêt, donc elles feront tout pour que ce soit le cas. Alors, les constructeurs produisent non seulement les véhicules utilitaires et poids lourds, mais aussi proposent des modèles de recharge, de stations de recharge. Vincent Passot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes manager des systèmes de recharge chez Scania France. Je le disais, les constructeurs se sont impliqués assez rapidement, on va dire, dans justement tout ce qui était équipement recharge. Scania propose, comme d'autres constructeurs, une offre globale. En clair, vous allez suivre un petit peu le transporteur du projet jusqu'à l'installation, voir le fonctionnement et la maintenance. Effectivement, notre client, avant, il achetait un camion. Maintenant, il achète une solution de transport. C'est-à-dire qu'il veut un camion, mais un camion électrique seul, ça ne sert pas à grand-chose. S'il n'est pas rechargé, on ne va pas très loin. Donc, il faut lever tout un tas de freins, parce que déjà, pour eux, c'est beaucoup de notions nouvelles. Changement de culture. Voilà, changement de culture. On parle de kilowattheure, de kilowatts. Avant, on parlait de litres, de litres au 100. Donc, c'est vraiment tout un système qui change. Et il faut les accompagner dans tout ce changement. Et dans ce changement, il y a effectivement la recharge. Et la recharge est un sujet comme c'est pas un sujet qu'ils connaissent bien, c'est un sujet, ils commencent à l'appréhender. Il faut vraiment les accompagner sur la globalité du projet. Et donc pour ce faire, nous, c'est vrai qu'on les accompagne et sur le véhicule et sur l'ensemble du fonctionnement, j'allais dire par tout un process avant de proposer l'électrification d'un véhicule. C'est-à-dire que nous, on travaille vraiment sur l'activité de notre client. On va essayer de comprendre ce qu'il va faire, ce qu'il veut faire, comment il fonctionne, quelles sont les lignes qu'on va pouvoir électrifier, parce qu'actuellement, on n'est pas capable de tout électrifier, il faut le savoir, on ne peut pas tout faire. On peut en faire beaucoup, mais pas tout. Donc, on va vraiment chercher, comprendre son activité et qu'est-ce qui est électrifiable. Une fois qu'on va avoir défini qu'est-ce qui est électrifiable, on va essayer de définir le véhicule le mieux possible. C'est pas la peine de mettre des kilowattheures et des kilowattheures de batterie sur un véhicule si le client il fait 100 km par jour. Donc, comme on a la chance d'avoir une solution modulaire, on va essayer de proposer le camion avec la taille de batterie nécessaire et suffisante pour son activité. Ce qui va permettre de limiter le coût. Si on met 200 kWh de batterie, c'est pas le même prix que si on en met 600. Et puis, ça va permettre aussi de gagner du poids utile. Donc, toutes ces choses sont très importantes avant de parler de recharge. Comprendre l'activité, comprendre ce qui est électrifiable. Et à partir de ce moment-là, on va être obligé de réfléchir aux besoins en recharge. Et là, pour le besoin en recharge, il y a deux solutions. Voilà. Soit on va avoir de la recharge en itinérance, c'est-à-dire, c'est ce que Diane nous expliquait juste avant, comment se passe la recharge en itinérance. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de stations, mais il commence à en avoir quelques-unes. Donc, on peut envisager de faire de la recharge en itinérance. On estime actuellement qu'à peu près 30% de la recharge va se faire en itinérance. Mais ce qui veut dire que les 70 autres %, ils doivent se faire ailleurs. Et ces 70%, on estime que ça va être fait au dépôt ou à destination. Scania avait rapidement, il y a je crois 2 ou 3 ans, même 4 ans, proposé une recharge mobile, je crois. Oui, au tout début, pour vraiment démarrer, on proposait une petite recharge mobile. Souvent, c'est pour faire des essais où on a point. Oui. Ça permet de, j'allais dire, faire quelques tests, vérifier ce que ça donne, des parcours, faire vraiment de la simulation pour voir ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour aller plus loin dans cette recharge au dépôt, on a créé une filiale qui s'appelle Erignon. Et c'est cette filiale qui va proposer à nos clients, donc c'est une filiale 100% Scania, on travaille main dans la main, c'est cette filiale qui va proposer la recharge au dépôt ou à destination. Alors le nerf de la guerre, c'est toujours le financement, l'argent. Concernant le prix de l'électricité, vous proposez, je crois, une tarification fixe et prévisible, et même facturation mensuelle. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Alors, ça, c'est plutôt pour la partie Scania via Traton, sa maison mère, et IMSP, c'est-à-dire E-Mobility Service Provider, c'est-à-dire qu'on fournit un service de recharge. Et là, pour ce faire, on a une carte qui s'appelle Scania Charging Access. Et donc, c'est cette carte qui va permettre d'accéder à un certain nombre de stations de CPO, Charging Point Operator, c'est-à-dire les gens qui opèrent les stations. Et avec cette carte, on a signé
certain nombre d'accords avec ces gens-là, ce qui va nous permettre de bénéficier de tarifs privilégiés. Donc on a, on a quelques grands partenaires avec qui on a un tarif privilégié. On a des tarifs entre 35 et 40 centimes du kilowattheure chez Orev, chez Engie Vianeo et bien sûr chez Mylands. Mylands qui est le consortium des trois marques pour la recharge publique. Et donc là, c'est des tarifs qui sont plus chers qu'à domicile, certes, mais qui restent assez intéressants. Et puis après, on va avoir d'autres opérateurs. On n'a pas le partenariat privilégié, mais on va quand même pouvoir accéder à la station avec cette carte, mais le tarif sera moins bien. Donc c'est un petit peu le défaut. Voilà. Après, si on en revient sur la recharge la recharge aux destinations ou au dépôt, c'est vraiment le point sur lequel on focalise toute notre énergie, puisque pour l'instant le maillage n'est pas suffisant, même s'il va grandir, le maillage n'est pas suffisant, et on a plutôt tendance à essayer de trouver des tournées qui sont faisables en partant du dépôt et en chargeant à destination chez le chargeur, parce qu'on a pas mal de chargeurs qui actuellement disent oui, moi je veux bien construire la station chez moi. Des grands groupes de la distribution par exemple installent des stations de recharge chez eux pour que le transporteur vienne charger chez eux. Donc en faisant comme ça, avec ce maillage à destination et au dépôt, on arrive à couvrir quand même un grand nombre d'activités, et ça c'est vraiment très pratique, et on peut faire pas mal de tournées. L'électrique, c'est un nouveau métier pour Scania, qui est constructeur de véhicules de poids lourds avant tout. Alors, c'est un nouveau métier, oui et non. Parce que autant c'est quand même on va dire un changement de culture pour le transporteur, mais aussi pour le producteur, pour le constructeur. Pour nous, il y a une évolution, mais après, on n'est pas notre première évolution. Non. On a eu le diesel, après on a eu le gaz, c'était déjà une grosse évolution. Biocarburant. Et voilà, biocarburant. Donc là, quelque part, c'est une nouvelle évolution. Par contre, c'est vrai que c'est beaucoup de nouveaux métiers chez nous. C'est quand même stockage. Et aussi il y a 5 ans, il n'y avait pas de charging manager ou de responsable des systèmes de recharge chez Scania. Maintenant, il y en a un, parce que on a besoin d'accompagner nos clients pour qu'ils comprennent, qu'ils voient bien comment ça marche, leur expliquer tous les services qui sont nécessaires. Parce qu'on a parlé pas mal de recharge, mais on n'a pas parlé des services qu'il est important d'avoir quand on a une station de recharge. On a le camion, on sait le surveiller, on a la station de recharge. On sait que ça va fonctionner en recharge, mais il faut l'opérer de manière concrète. Et là, avec notre filiale Erenion et son outil Erenion Connect, on va pouvoir surveiller la station. Tout un suivi Et permettre à notre client, qui a la solution globale, donc avec le camion et la station de recharge, tout est interconnecté entre nos plateformes, ce qui fait qu'il va pouvoir voir sur sa plateforme de recharge tous ces camions, où ils en sont sur la recharge, et l'opérer de manière correcte, s'assurer qu'il n'y ait pas d'alerte, qu'il n'y ait pas de problème, et surtout avec ces systèmes de supervision, surtout bénéficier du meilleur tarif. Parce que ça, c'est un point aussi, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Quand on recharge au dépôt, le système de recharge est onéreux, mais il faut arriver à s'y retrouver sur le prix de l'électron. Et c'est là où tout le système de supervision et toute l'opération de la borne est très importante, puisque c'est là qu'on va pouvoir gagner du tarif en achetant l'électricité au bon prix au meilleur moment. Brune et Vincent, en tout cas, merci. Aux côtés des constructeurs historiques de poids lourds, des opérateurs et des vendeurs, se consacrent à la mise en place des infrastructures, mais aussi au fonctionnement et à la maintenance. Parmi ces opérateurs BUM, qui a vu le jour il y a 5 ans, avec nous François Oudot, son président. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez notamment des recharges, des stations de recharge sur site en mobilité ? Oui, alors voilà, sur site plutôt. Donc en fait, Bump a été créé il y a 5 ans avec l'optique d'aider les entreprises à réduire leurs gaz à effet de serre en électrifiant leur flotte. On a commencé sur du VUL, du VL, et là maintenant de plus en plus de PL depuis quelques années. Et ce qu'on propose, c'est à la fois l'installation de bornes, l'exploitation des bornes, la maintenance des bornes, tout ce qui va être aussi la carte de recharge, et ensuite tout le système qui va permettre de gérer ça par rapport aux opérations du client, les transport management system, les opérations quotidiennes, etc. Enfin, voilà. Alors, il ne suffit pas d'avoir la borne de recharge, son utilisation est aussi essentielle, on le disait. Vous mettez à disposition de transporteurs des outils de suivi, je suppose? Tout à fait. Donc, on a une plateforme qui permet de suivre, de suivre aussi tout ce qui est intervention de maintenance, suivi du parc. Mais surtout, cette plateforme, elle permet aussi de gérer les flux financiers.
Typiquement, un transporteur, il va avoir des bornes sur un dépôt qui va être attaché à une business unit, le camion qui va faire des navettes entre les dépôts, faut faire le recollement, faut savoir bien facturer ensuite au client. Voilà, ça c'est juste un exemple, mais il y a ça, il y a aussi du smart charging, donc la gestion en fonction du meilleur prix de l'énergie, etc. Panneaux solaires ou pas. Donc, on en parlera dans un instant. C'est quoi la première étape? Alors nous, quand un transporteur nous contacte, la première étape qu'on fait, c'est que en fait, on va leur demander de nous expliquer leurs opérations, expliquer les tournées. Et donc, on a un logiciel aujourd'hui qu'on a créé en interne qui permet automatiquement, à partir des tournées, de simuler les bornes qu'il faut, quelle est l'infrastructure électrique qu'il faut, et de donner le nombre de véhicules aussi. Voilà, en fait, finalement, la tournée nous donne cette information. Enfin, tournée, véhicule, effectivement, mais c'est un peu les deux liés. Et par rapport à ça, on va dire, il faut tant de bornes, de telle puissance, et on va pouvoir très rapidement donner des fourchettes de prix pour qu'ils puissent se positionner. Et on peut faire ce calcul à l'année prochaine, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Comme ça, il arrive à se projeter et dimensionner l'infrastructure. Ce qui est très important, c'est de dimensionner l'infrastructure et toute la réflexion pour se dire, en fait, j'atteins pas une limite dans 2 ans. Parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelques poids lourds, et puis après-demain, ça sera 10, puis après-demain, ça sera peut-être 30 ou 40. Donc c'est autant de projets que de transporteurs, en fait. Oui, à chaque fois, c'est du sur-mesure dédié, et on passe beaucoup de temps à accompagner justement pour bien dimensionner l'infrastructure et bien pricer la bonne infrastructure, et après proposer toutes les solutions qu'il pourrait y avoir autour, que ce soit PV, batterie ou que sais-je. Alors on parle beaucoup du délai, en fonction bien sûr du besoin énergétique, l'électricité, entre on va dire le projet, la mise en place, la concrétisation. Est-ce qu'on est dans les 6 mois toujours Oui, alors en fait ça va dépendre de la complexité. C'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que si par exemple Enedis doit traverser une 2x2 voies, une nationale 2x2 voies pour faire passer ses câbles, là vous allez avoir un délai de 1 an, et au bas mot quoi. Si en revanche c'est très facile, ça peut aller en 3 mois, 6 mois. Nous on a un transporteur, on a installé les bornes en 3 mois. Donc le facteur limitant, c'est l'infrastructure Enedis, le réseau. Donc ça, on encourage beaucoup aux transporteurs de l'anticiper. Et pour donner une réponse, pas une réponse de normand, on va dire, c'est en moyenne, c'est entre 6 et 9 mois en moyenne. À peu près. Et ça arrive en même temps que la livraison du véhicule, ou il y a c'est tout le challenge, on va dire. Et quels sont aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Brune, de l'Aver France, les principaux freins en fait aujourd'hui, c'est les aides, c'est justement ce problème on trouve pas les mêmes on va dire capacités énergétiques dans tous les secteurs, zones industrielles. Je pense que il manque d'unité en fait, d'une efficacité. Ouais, je pense que le challenge, en fait, le premier élément qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est sur un projet de transformation majeur. En fait, vous passez d'un monde où vous faisiez du diesel, vous saviez que vous alliez faire la pompe à essence, et puis c'était une consommation en litres de carburant. Là, vous passez en kilowattheure. Tout le monde se trompe entre kilowattheure. Voilà, c'est un autre monde, un autre univers. Et donc, par construction, déjà, ne serait-ce que cet enjeu de transformation, il est important. Comme, je veux dire, aujourd'hui, on parle de l'IA dans les entreprises, c'est pareil. En fait, c'est une transformation majeure. Donc, il y a ça qui est quand même un facteur limitant. Il y a le deuxième facteur qui, je pense, a été aussi beaucoup le TCO. Maintenant, avec le renforcement des C2E, clairement, on arrive à la parité sur les C2E. Sur le TCO, pardon. TCO. Et donc, pour moi, il n'y a plus trop de facteurs limitants. Après, 9 mois sur un projet où on se dit, de toute façon, les bornes, on est sur un projet un peu patrimonial. Une borne, vous l'installez pour 10 ans. Donc, 9 mois sur 10 ans, c'est pas tant que ça si on prend un peu de recul et on dézoome. Donc, je pense pas que ce soit l'infrastructure, mais c'est sûr qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que, il faut bien réfléchir au fait que c'est une transformation d'entreprise et le prendre comme tel, et l'accepter comme tel. Et un investissement. Voilà, un investissement. Alors après, sur l'investissement, nous, on peut proposer des solutions de financement. Donc même ça, c'est pas forcément un frein aujourd'hui. On finance 5 millions d'euros d'équipement par an. Mais voilà, moi, je pense surtout au fait que on est sur un projet de transformation, il faut l'accepter en tant que tel et l'appréhender comme ça, et aussi anticiper quand même l'installation, parce que on a beaucoup de transporteurs qui nous appellent en disant j'ai mon camion qui arrive dans 3 mois, qu'est-ce que je fais? Bon, on prête des bornes mobiles, nous, quand on est dans ce genre de situation-là. Mais bon, si on peut avoir un peu plus d'anticipation, c'est quand même mieux. Alors, on parlait d'installation. Vous avez lancé récemment un partenariat avec Nexos Energy sur le concept d'entrepôt, justement, autonome dédié aux poids lourds électriques. Expliquez-nous ce principe de produire directement sur place l'électricité qui servira justement aux camions électriques.
Tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations autour du fait d'installer du photovoltaïque, que ce soit sur le toit des bâtiments logistiques ou que ce soit en ombrière. D'ailleurs, on a atteint en 2025 la production, enfin la capacité de production objectif de 2030. Donc on est vachement en avance en fait aujourd'hui sur la production solaire en France. Et il se trouve, et tout à l'heure je vous entendais parler de l'énergie, est-ce qu'il va y avoir assez d'énergie? Donc en fait, on fait le constat qu'aujourd'hui on est un peu à un tournant où d'un côté on a beaucoup de réglementations sur le solaire, il faut installer de plus en plus de panneaux solaires, notamment sur des bâtiments logistiques qui ont une toiture large, beaucoup d'espace de stock, enfin de parking, donc des réglementations sur les ombrières très importantes, avec le fait, donc un besoin finalement réglementaire, mais aussi on va dire cohérent, on va dire citoyen entre guillemets, de mettre des panneaux solaires, donc de produire de l'énergie. Et face à ça, vous avez une contrainte, on va dire opérationnelle, enfin contrainte je sais pas, mais une opportunité d'utiliser justement d'être un gros consommateur avec les véhicules, enfin les poids lourds électriques, les véhicules électriques. Et donc on se dit, bah là il y a une convergence. Je le dis pas pour, par exemple, sur du VL, sur des sites de bureaux, bah vous n'avez pas beaucoup de production solaire, mais sur du poids lourd, vous avez vraiment de la capacité. Et c'est ça l'objectif avec Nexo, c'est de se dire, bah, comment on fait rejoindre les deux bouts pour que, ça coûte moins cher en termes d'installation. Le raccordement, bah, du coup, il est plus faible. Potentiellement, vous pouvez faire un raccordement plus faible, donc moins cher. Vous êtes résilient sur le coût au kilowattheure. Aujourd'hui, si on regarde d'un point de vue purement ROI, le panneau solaire n'est pas forcément mieux disant que de ne pas installer de panneaux solaires en termes de coût d'énergie. Mais par contre, vous êtes résilient. Vous savez sur 20 ans combien vous allez l'acheter. Mais concrètement, un transporteur, il peut fournir son électricité pour son parc poids lourd? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a comme une limite, je suppose, s'il a un parc de 10 poids lourds électriques. Bah, alors, il va y avoir, on va dire, alors, il y a, oui, enfin, franchement, même 10 poids lourds électriques aujourd'hui quand vous avez des parkings logistiques, des gros parcs logistiques, vous pouvez produire. Le principal challenge, et c'est là, ça va être une parfaite transition. Le principal challenge, c'est qu'en général, enfin, il fait pas 100% du temps. Il y a pas assez de soleil. Non, mais 100% du temps, le soleil, il produit entre, on va dire, la cloche solaire, c'est 11h, 15h. Donc, il produit de 11h à 15h. Et quand vous rechargez vos poids lourds, en général, c'est plutôt la nuit. Donc, c'est ça Je pense que c'est plutôt lié à la lumière, je crois, que plus au soleil. Enfin, oui, non, mais tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la production, elle est plutôt dans la journée, alors qu'en général, la consommation est plutôt la nuit. C'est là que ça pose problème. C'est là que ça pose problème. C'est plutôt ça que je veux dire. Christophe Tarot, bonjour. Bonjour Hervé. Alors, vous êtes président de Power Must. Sur le marché émergent, on en parlait, des modèles de recharge. Vous proposez des stations de recharge. Alors, en conteneur, haute puissance, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, je vais vous l'expliquer, oui. Tout d'abord, on se positionne en tant que partenaire de solutions de recharge e-Trucks pour les clients au dépôt. Et on a la particularité de pouvoir vraiment customiser la solution de recharge en fonction du besoin du client. Et ça, c'est 35 ans de carrière dans le poids lourd qui me permet d'expérience qui permet de faire ça. L'idée, c'est effectivement notre stratégie, c'est de proposer aux clients des solutions customisées, des solutions économiques, évolutives, sans délai, ou sans trop de délai, comme je le disais. Pour les installations. Pour les installations, et sans trop de travaux. Parce qu'on sait bien que dès qu'on fait des travaux de génie civil lourds, forcément l'addition a tendance à grimper. Et donc, par rapport à ça, on est capable de fournir des petits chargeurs mobiles d'atelier à quelques centaines d'euros par mois, jusqu'aux grosses stations à MCS, par exemple. Et on peut faire ça parce que on est distributeur de 3 familles de produits différentes. Tout d'abord les petits chargeurs dont je viens de parler avec la marque Telos Power. Et puis ensuite on est aussi distributeur des bornes Alpitronic au niveau France avec la casquette véhicule industriel. Et puis enfin on est aussi fournisseur, distributeur des batteries de stockage CATL à travers sa filiale CNTE. Le chinois CATL. Et donc le chinois CATL qui est le leader mondial des batteries. Et donc tout ça nous permet d'offrir la solution au client qui correspond mieux à son exploitation, on vient d'en parler, et à son besoin et à l'évolution de son parc, dans un budget restreint, le plus restreint possible, parce que sinon le modèle économique ne tient pas. Et donc voilà notre modèle, et en plus on peut mixer les solutions, c'est-à-dire que un client qui commence aujourd'hui avec un camion de distribution qui a besoin de charger 250 ou 300 kW la nuit, il n'y a pas besoin de la grosse Bertin, un petit chargeur d'atelier 30 ou 40 kW suffit, puis ensuite on peut passer sur une borne, pourquoi pas, bien sûr, et puis en fonction du parc, on évolue. Et une des grandes difficultés de la recharge au dépôt, c'est la capacité électrique du compteur. Voilà. Et
par rapport à cette difficulté, on a parfois besoin de plusieurs centaines de kilowatts pour recharger vite les camions, sauf que le compteur ne fournit pas. Et la connexion Enedis, Enedis n'a plus de capacité pour alimenter ce réseau. Et donc c'est là qu'on peut mixer une station de recharge avec des bornes que je qualifie traditionnelles, de 50 à 1 MW, et avec des batteries tampons, et qui permettent justement, qui ont la particularité de se charger doucement à la vitesse du compteur finalement, et puis de se décharger très vite lorsque les camions sont là. Et en plus, je rebondis sur ce que François a évoqué, à savoir quand on a du PV sur des panneaux solaires, eh bien c'est formidable de pouvoir utiliser cette énergie-là. Faut-il que les camions soient à recharger entre 11h et 15h? Souvent ils sont sur la route, donc il faut avoir la capacité à stocker cette énergie qui sinon sera perdue ou revendue à faible prix, pour justement la recharger, la redistribuer dans les camions rapidement, lorsque les camions seront au dépôt, et c'est l'exploitation qui commande, c'est pas le soleil qui commande. Donc, donc les batteries tampons, donc si je comprends bien, c'est entre la borne de recharge et le camion. C'est l'une des solutions. Alors oui, on peut dire que schématiquement, on peut dire que c'est comme ça effectivement, et ce qui permet donc d'avoir toute la puissance nécessaire au bout du pistolet, au bout de la borne, même si le compteur est de faible calibre. Et on voit aujourd'hui beaucoup de dépôts qui sont à 36 kVA. 36 kVA, c'est quand même pas beaucoup. Si on veut recharger un camion comme les plus grandes autonomies aujourd'hui à 600 ou même presque 800 kWh maintenant, il faudrait 20 heures pour recharger un camion. Ça marche pas. Donc c'est pour ça que la puissance, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc l'installation, rapidement, c'est un conteneur, c'est ça? Alors oui, on a différentes solutions, mais on essaie de le faire de manière conteneurisée. On a une plateforme sur laquelle on livre les batteries et là où les bornes, de manière à, ce que je disais auparavant, éviter les travaux lourds de génie civil, et puis avoir une solution évolutive, et puis avoir même une solution qui, lorsqu'on est en location dans un dépôt, et si on installe une station dans le sol, on laisse la station quand on quitte, quand on change de dépôt. Alors que là, on peut déplacer. Bien sûr, ça ne se déplace pas tous les jours, mais on peut emmener sa station avec soi. Parlons des solutions de financement également des stations. Oui. Là aussi, vous avez un suivi, vous proposez des solutions de financement. Oui, on a des solutions. On vient de traiter un partenariat avec le Crédit Agricole à travers sa filiale Locam. Et donc Locam est en mesure de financer ce type de projet. Ça fait partie de leur ADN de financer des produits innovants et un peu green. Donc effectivement, oui, on a ce partenariat. Et puis en termes d'installation, nous sommes des vendeurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Et en termes d'installation, maintenance, exploitation, supervision et même optimisation, on a un partenariat avec Vinci à travers sa filiale Omexom, qui est en mesure d'accompagner nos clients sur ce point-là. Bien sûr, on ne vend pas de station si derrière, il n'y a pas toute cette deuxième partie, installation, maintenance, exploitation. Donc l'ensemble, ce sont des solutions pour les clients et transporteurs qui se posent la question, notamment quand leur parc, on en parlait tout à l'heure, en début d'émission, qui va évoluer, parce qu'il va toujours évoluer. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je vois aujourd'hui des stations qui sont trop grandes. Trop grande, ça paraît difficile de dire ça, mais je le vois pour autant. Et aujourd'hui, il faut vraiment calibrer les stations en fonction du parc du client, tout en pensant bien évidemment à l'avenir. Il ne faut pas se contenter d'avoir une station non évolutive, ça ne serait pas très sérieux, mais n'empêche qu'il faut calibrer la station en fonction du parc. Aujourd'hui, je ne connais aucun client qui a déjà acheté 10 ou 15 camions d'un seul coup, alors qu'en thermique, les camions sont achetés par centaines pour les gros transporteurs. Donc là, on a 2 camions, on calibre la station à 2 camions, et puis après on en a 5 dans 2-3 ans, on fait évoluer. François et Christophe, j'ai une dernière question un peu générale. Est-ce que, on l'a vu à Solutrans, vous êtes nombreux maintenant en opérateurs et vendeurs, je parle concernant les poids lourds, les véhicules industriels, utilitaires ou poids lourds, est-ce que les transporteurs vont pas se perdre dans toutes ces propositions, solutions? Bon, je connais la réponse, mais... Non, mais c'est un bon point. C'est-à-dire que parce qu'il y a quand même des belles solutions, des beaux projets. Ouais. Non, mais c'est comme tout marché émergent. Vous avez une multitude d'acteurs, puis après ça va se consolider, il y en aura moins. Et je pense que, quand vous posiez la question qu'est-ce qui bloque le marché, je pense qu'il y a ce phénomène aussi, c'est que c'est un projet de transformation, vous comprenez pas bien, et en plus vous voyez plein d'acteurs, vous avez du mal à savoir qui fait quoi, etc. Je pense que tout ça perturbe. Néanmoins, il y a des constructeurs, je pense à Renault Trucks avec qui on est partenaire notamment, qui essaient de structurer entre guillemets la filière avec des partenariats clés.
Donc je pense que ça aide. Et puis après, voilà, je pense que là on arrive aussi sur des sujets de taille critique. Nous par exemple Bump, on opère aujourd'hui 16 000. Fin de l'année, on sera à plus de 23 000 bornes qu'on opère en France uniquement sur le segment entreprise. Alors pas, sur site pour les entreprises en général, donc VL, VUL, EPL. Mais du coup voilà, on commence à être, on est numéro 1 ou numéro 2 aujourd'hui en France sur ce segment-là, et on sera numéro 1 à la fin de l'année. Christophe? Moi, je dis que la compétition a du bon. Il faut de la compétition, il faut des bons compétiteurs. C'est ce qui nous permet d'avancer, de progresser, et donc de nous challenger et vivre la compétition avec des bons compétiteurs. Messieurs, je vous remercie avec ce mot de la fin, on va dire. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans les Solutrans en air, mais également dans le prochain Solutrans 2027. Merci en tout cas. À très vite pour un nouvel épisode de Solutrans en air.